L'éducation et la santé jouent un rôle majeur dans la croissance économique et sont des domaines où l'action publique a une fonction essentielle à remplir. Les économistes les regroupent sous le jargon de capital humain parce qu'elles ont des rôles complémentaires. C'est un résultat qui n'est guère surprenant. Il existe une forte corrélation entre le PIB par habitant et la durée des études. Des chercheurs ont même pu montrer qu'une année supplémentaire d'éducation pour l'ensemble de la population en moyenne a entraîné une croissance de long terme supérieure de 0,58% sur la période 1960-2000 en moyenne. Lorsque l'on sait que 70% des Sud-Coréens, par exemple, ont un diplôme de l'enseignement supérieur contre moins de 30% en Italie, on ne peut pas s'étonner de la différence de performance économique entre ces deux pays. Juste un exemple. Ce phénomène joue d'ailleurs dans les deux sens. L'amélioration de l'éducation augmente la croissance et inversement, une croissance élevée donne les marges de manœuvre nécessaires aux politiques sociales. Or, comme nous l'avons vu ailleurs, le niveau d'éducation recule en France. Il y a donc urgence à inverser la pente. Ce qui importe, en termes de dynamique, c'est la qualité de l'éducation bien plus que les budgets qui y sont consacrés. Par exemple, la France a historiquement des budgets d'éducation proches de ceux de la Finlande, en pourcentage du PIB. Mais la supériorité de l'éducation en Finlande, mesurée par exemple par les tests internationaux, a permis une croissance plus forte. Passons maintenant à la santé, qui est l'autre grand volet du capital humain. C'est le démographe et sociologue américain Samuel Preston qui est le premier à étudier les relations entre inégalité de revenus et problèmes de santé. Dans un travail empirique de 1975, il montre la distribution des pays en fonction du revenu moyen à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la courbe de Preston. Elle est heureusement ascendante, c'est-à-dire que plus le revenu moyen est élevé, plus le niveau de santé augmente, et en particulier l'espérance de vie. Il y a corrélation positive entre espérance de vie et revenu moyen. Dans les pays pauvres, notamment en Afrique, l'espérance de vie est encore faible en raison de la prédominance des maladies infectieuses qui frappent principalement les enfants. Alors que dans les pays développés, la mortalité s'est déplacée vers des maladies chroniques qui touchent les populations plus âgées. Mais indépendamment de la richesse nationale, ou en tout cas moins directement liée, d'autres raisons expliquent l'amélioration de la santé. On sait bien, l'éducation, les progrès de la médecine, des technologies, les campagnes de vaccination, l'amélioration du service public, une meilleure alimentation, etc. Ce qui fait que les pays en voie de développement aujourd'hui ont une espérance de vie en fait plus élevée que les pays développés au début du XXe siècle. Je cite Angus Deaton, le prix Nobel américain. Quand je suis né à Édimbourg en 1945, l'espérance de vie en Écosse était plus basse qu'en Inde aujourd'hui. Lorsque mon père est né dans le bassin du Yorkshire en 1918, la mortalité infantile en Angleterre était plus élevée qu'en Afrique subsaharienne aujourd'hui. Fin de citation. Voilà pour les dynamiques à l'œuvre du capital humain. Nous examinerons dans un autre chapitre les leviers d'action pour les pouvoirs publics.